ainsi de suite. Et au final, nous ferons un petit tour de table de conclusion pour que vous puissiez entendre un peu les conclusions aussi de nos 3 intervenants. Donc, à mes côtés, nous avons donc 3 personnes qui nous viennent de 3 continents différents. Tout de suite, à ma gauche, Monsieur Roberto Maia, qui vient du Brésil, de la ville de João Pessoa, et qui est donc avec nous pour parler de son travail. Il est psychologue et il travaille avec les communautés LGBT+, au Brésil. Vous pouvez imaginer que dans le contexte politique actuel, c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Donc il va nous raconter un petit peu comment ça se passe chez lui. Tout de suite à sa gauche, nous avons Monsieur Sébastien Keff, qui est là en tant qu'étudiant-chercheur actuellement, mais il va également présenter une méthode qu'il avait déjà présentée l'année dernière lors de la conférence de l'OIDP à Montréal. Cette année, il veut donc revenir un petit peu sur qu'est-ce que cette méthode a provoqué, quels sont les résultats, quel est l'impact de la méthode, et enfin, les premières esquisses de l'impact de la méthode qu'il peut déjà nous présenter. Et en troisième, nous avons Madame Dominique Olivier, l'organisatrice de cette table ronde, qui est la présidente de l'Office de consultation publique de la ville de Montréal. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est à la présidence. Elle commence son 2e mandat en tant que présidente à l'OCPM. Et elle va nous parler plus de, justement, par rapport à toute cette expérience de consultation citoyenne, qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport à comment on fait pour inclure les personnes dans les processus participatifs et rendre nos processus finalement plus inclusifs. Donc, nous allons donner la parole à Monsieur Roberto Maia pour commencer. Primeiro, eu queria agradecer o convite da OIDP. Acho que é importante esse momento para nós brasileiros, porque a gente tem uma política aí do Bolsonaro que exclui todos os direitos da população LGBT e nós estamos preocupados com essa política. Vou falar um pouco do meu trabalho no Centro da Cidadania LGBT e de como a gente faz essa política no nosso município. A cidade de João Pessoa, ela fica no nordeste do país. Ela tem aproximadamente 800 mil habitantes. É o ponto mais oriental das Américas, ou seja, mais perto do continente africano. Eu vim desse lugar, do ativismo do movimento social, do ativismo da AIDS da década de 90. Eu vim do lugar das primeiras ONGs AIDS de São Paulo, na década de 90, 91, 92. Falo um pouco desse local da coordenação LGBT, que é uma política pública implantada no nosso município desde 2012. Então, nós temos uma política pública para essa população, especificamente LGBT. E eu vou falar um pouco sobre esses 3 programas que a gente tem lá. Coordenação LGBT e Igualdade Racial, o Centro da Cidadania LGBT e o programa Transcidadania, que é o primeiro programa que inclui travestis e transexuais na política pública, além de São Paulo. Então, são 2 capitais que têm um programa específico para essa população trans. Nós dialogamos com as escolas. Nós temos uma política pública implantada em João Pessoa para 95 escolas, que dialoga sobre gênero, diversidade sexual, racismo e intolerância religiosa. São esses temas de gênero, intolerância religiosa, igualdade racial e configurações familiares também, porque nesse momento a gente percebe que a gente tem que reafirmar esses direitos da população LGBT também na educação. Dialogamos com as universidades, e aí a gente faz um trabalho com as universidades públicas e privadas dentro do município de João Pessoa. E também nós achamos que o princípio do Sistema Único de Saúde, que é a equidade, que a gente dialogou e percebeu isso
em muitas mesas aqui, né? Essa questão da equidade, da dificuldade de tratar os diferentes de forma diferente, no sentido de incluir essas pessoas nas políticas públicas. E a gente trabalha também com os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares são vários conselhos tutelares que trabalham com uma política de criança e adolescentes. E aí a gente tem esses conselheiros tutelares que cuidam das comunidades de proteger as crianças e adolescentes que passam muito a questão do abuso sexual. No Brasil, 30% das crianças já foram violentadas sexualmente. Isso é um dado para nós alarmante. Aí fica o Centro da Cidadania LGBT, é um centro que fica no Parque da Lagoa, onde o acesso é o mais fácil, né? É um local do centro da cidade, onde a população LGBT ela pode ir nesse espaço, que a gente tem várias equipes, como psicólogo, assessoria jurídica, assistência social, políticas complementares da saúde. A gente tem aulas de biodança, yoga, meditação. E a gente, além do trabalho psicólogo, a gente organiza rodas de diálogo para essa população. Como é que a gente organiza essas rodas? A gente faz oficinas especificamente para aquele público, população travestis e transexuais, que vem e a gente dialoga sobre transexualidade para aquela população, para se identificar com as outras pessoas trans, e aí ela pode refletir sobre sua vida. Só o apoio psicológico ele não dá conta dessa reflexão. Tá? A gente tem um trabalho de segurança pública. É importante falar que lá no Brasil, a segurança pública é a que mais viola os direitos da população LGBT. Então, é a segurança pública que às vezes mata essa população, e a gente sabe que tem as milícias. As milícias, às vezes, a própria segurança pública acaba fazendo o genocídio da população de negros e da população LGBT. Aí a gente trabalha também com a cultura LGBT dentro do Centro da Cidadania. Então, é um espaço também que desenvolve a cultura para essa população. Aí, como eu falei para vocês, a gente tem aulas de yoga, meditação para essa população, para trabalhar um pouco essa questão da saúde integral da população LGBT. A gente faz teste rápido de HIV, sífilis e hepatites. Isso é descentralizado para a atenção básica. Nós temos em João Pessoa 195 equipe de saúde da família que faz esse teste rápido para essa população. Os conselhos municipais, a gente tem Conselho de Igualdade Racial e tem o Conselho Municipal LGBT. O conselho são 22 pessoas, ele é paritário, sociedade civil, universidade, gestão, que dialogam e monitoram a política pública no município. E, finalizando, eu trouxe um pouco do programa Transcidadania, que é um programa, como eu falei para vocês, que só existe 2 capitais do país, São Paulo e João Pessoa. É um programa de inclusão social. A expectativa de travestis e transexuais no Brasil é de apenas 35 anos de vida. Para a gente é um absurdo essa expectativa de vida. E a gente sabe que a gente tinha que fazer uma política onde incluir essa população nas políticas públicas. Aí a gente tem uma política de casa própria, de empregabilidade e também de apoio psicológico e social para essa população. A gente vai até os pontos de prostituição. Então, nós vamos até esses pontos de prostituição, onde a gente dialoga sobre o programa Transcidadania, e hoje nós temos 300 travestis e transexuais cadastrados no programa Transcidadania. Certo? Nós temos 3 casas de acolhida, onde tivemos que pactuar quartos específicos para LGBT, porque, às vezes, os outros usuários violavam os direitos da população LGBT dentro das casas de acolhida. Então, tinha algumas falas assim: se essa travesti dormir do meu lado, eu vou pegar alguma coisa e vou fazer alguma coisa com ela à noite, porque ela está olhando para mim. Então, ela já era excluída de casa. Quando chegava na casa da acolhida, ela já não era incluída,
e aí ela passava por outra violação de direito. E aí nós precisamos pactuar quartos específicos para a população LGBT. Tem 2 minutos? Trabalhamos também com trabalhamos com curso de espanhol, Libras, e também inglês, para a população travestis e transexuais, e a gente tem uma parceria com o CELET, que é o Centro de Línguas do município de João Pessoa. Trabalhamos com as empresas privadas, onde a gente consegue incluir essa população nas empresas privadas, e aí a gente vê no shopping um dizer aí, vai ter travesti e transexual na sua empresa, sim. A mídia bem positiva, falando que a gente precisa ter travestis e transexuais nas empresas. Aí a gente tem também, a mudança cultural acontece dentro das organizações, então a própria empresa, ela consegue inserir essa população e fazer o dia, por exemplo, da visibilidade trans na empresa. A gente consegue mudar culturalmente a visão da empresa quando a gente insere esse programa Transcidadania. A inserção das casas próprias. O ano passado a gente conseguiu 25 casas para travestis e transexuais, de 300 cadastradas no programa, e hoje, esse ano a gente conseguiu mais ou menos 25 também. Então a gente tem mais ou menos 50 casas já próprias para travestis e transexuais. Ainda temos aí 250 casas que essas pessoas ainda não têm a casa própria. No começo eu estava meio nervoso, mas agora está mais light, viu? Parceria das empresas, a gente muda culturalmente essas empresas, então a gente consegue inserir essas empresas também na mudança cultural, né? Porque não é só enviar essa travesti transexual na contratação, mas é muito mais que isso. É eu ficar falando sobre identidade de gênero e diversidade sexual dentro da empresa para mudar culturalmente, e aí eu posso inserir. Porque se eu inserir e não mudar a cultura da empresa, ela fica uma semana, ela não é bem tratada e ela vai embora. Né? Porque ela já tem muito processo de exclusão. 90% das travestis e transexuais do Brasil estão na prostituição. Terminou. Eu queria só trazer o Eduardo Galeano, que eu acho que ele fala muito sobre isso, e eu acho que eu vou falar um pouco sobre a questão emocional do que ele traz nas palavras dele. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos do nada, os ninguéms, os nenhuns, correndo solto, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braço, que não tem nome, tem número, que não aparece na história universal, aparece nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms que custam menos que a bala que os mata. Eduardo Galeano. Meus contatos, e a gente vai ter uma sociedade melhor quando a justiça fazer a paz com a liberdade. Nós precisamos muito isso no nosso país e no nosso mundo. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Roberto. Sébastien, la parole est à toi. Bonjour, je vais enchaîner sur le français. Donc moi je m'appelle Sébastien Keff, je travaille depuis un peu plus de 15 ans dans des administrations publiques en France et j'ai toujours été en charge de participation citoyenne, développement durable et puis évaluation de politique publique. Et depuis 2013, j'ai découvert une méthode dont je vais vous parler ce matin qui s'appelle Spiral. Et j'y ai mis tellement de cœur et d'engagement que du coup j'ai même décidé de me retirer de l'administration et de reprendre mes études pour investiguer un terrain de recherche autour de ce projet-là. Et donc je suis en train de poursuivre une thèse en sciences politiques sur cette question de l'empowerment citoyen, notamment en lien avec cette démarche. Donc Spiral, je l'avais présenté l'année dernière à l'occasion du colloque qui avait eu lieu à Montréal, et j'avais animé un atelier où on avait testé un peu la méthode, donc je vais très rapidement aborder en quoi elle consiste, et après essayer de partager avec vous quelques enseignements que j'ai pu retirer de cette dernière année d'animation. Spiral, c'est une démarche qui a été créée par le Conseil de l'Europe au début des années 2000 et qui avait pour vocation de créer le plan de cohésion sociale à l'échelle européenne
où en fait des technocrates s'étaient mis dans un bureau, avaient fait un plan d'action qui avait complètement échoué dans sa totalité, tout simplement parce qu'on était déconnecté de la réalité des gens quand on parlait de cohésion sociale. Et donc ils ont repris un peu le bâton de marche, ils sont retournés au plus proche du terrain, à la rencontre des gens, ils ont accroché une notion qui est celle du bien-être pour construire la cohésion sociale. C'est-à-dire que le bien-être, si on se dit c'est l'objectif ultime de la société, il n'y a personne qui peut gonfler la poitrine et se dire c'est moi le chef. Il n'y a pas le grand chef du bien-être, ni en France ni ailleurs. Et donc du coup finalement c'est une compétence de personne, mais ça appartient à tout le monde. Et donc on accroche une deuxième notion qui est importante derrière, qui est celle de la co-responsabilité. Si on vise le bien-être pour tous aujourd'hui et pour demain, chacun doit faire sa part à la hauteur de ses capacités, des enjeux et de ses responsabilités. Encore faut-il définir ce qui fait bien-être et quelles sont les responsabilités, les capacités de chacun. Et c'est l'objectif de la démarche. On n'a pas de définition préétablie. On va ensemble avec un processus qui est bizarrement à la fois très simple et très outillé, étape par étape, construire une vision commune de ce qui fait bien-être et mal-être, construire une vision commune de quelles sont les capacités qu'on a à titre individuel et collectif, qu'est-ce qu'on met en partage et comment on construit des plans de co-responsabilité. Ce qui est important dans la première étape, c'est qu'on va constituer un groupe, et ça c'est pour le coup assez atypique par rapport à ce qu'on peut vivre dans les collectivités territoriales, où on va fonctionner en tout petit nombre, une petite dizaine d'acteurs, mais avec beaucoup de diversité au sein du groupe. C'est-à-dire qu'on va avoir un élu, un technicien, un enfant, une personne sans domicile. Et la première question qu'on va se poser, c'est quoi qui fait notre diversité au sein de notre territoire ou de notre organisation qui souhaite se lancer dans la démarche. Donc il n'y a pas de bonne réponse à ça, c'est une vraie étape de la démarche de se poser cette question. Et donc en général, on a une diversité qui est très 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 vaste, et après ça peut être qui les 10 ou 15 personnes avec lesquelles on va commencer à travailler. Et on va vraiment chercher des personnes, c'est-à-dire que l'élu ne sera pas le conseil municipal, ça sera la personne, l'individu qui a aussi dans son rôle d'être élu local. Le chef d'entreprise va être vu, mais ne va pas engager toute son entreprise derrière. Il va avoir toute sa diversité d'êtres humains qu'il va apporter au pot commun. Et donc on va fonctionner avec cette plateforme-là, qui ensuite va fonctionner un peu sur la méthode Tupperware du bien-être, c'est-à-dire que chacun des membres du groupe va constituer un nouveau groupe en fonction de son homogénéité. Le chef d'entreprise constitue un groupe de chefs d'entreprise, l'enfant un groupe d'enfants, le technicien un groupe de techniciens, et ainsi de suite. Et donc du coup, c'est l'image de la spirale, on va s'élargir progressivement jusqu'à, à terme, arriver à une vraie démarche territoriale. Mais on commence petit, on ne convoque pas large. Donc ça, c'est un petit peu atypique. Et du coup, le premier enseignement que j'ai retiré, c'est vraiment qu'il y a une espèce de pari de la confiance derrière cette démarche. On n'a pas eu l'habitude. Et souvent, on me demande, mais qu'est-ce que ça va produire derrière ? Et en fait, on n'en a jamais aucune idée. Donc simplement, il y a une espèce de pari de... On va fonctionner avec 10 personnes pendant 3-4 mois. Au pire, ça marche. Quel risque on prend ? Donc par contre, il faut accepter que c'est tout un tas de choses qu'on ne va pas maîtriser. Et on va voir comment ça va, chemin faisant. Et y compris dans la confiance qu'on va accorder aux gens, souvent on a peur de « oui, mais si les gens n'ont pas envie après d'animer leur groupe ». En réalité, ce qui se passe, c'est que les gens, ils le font. Simplement, c'est nous qui ne contrôlons plus rien quand on est une administration locale. Les gens font leur groupe, font leur vie, et il n'y a plus de contrôle du processus. L'élargissement se passe. Donc il y a cette confiance-là dans les acteurs qui est assez importante et qui est assez atypique par rapport aux participations citoyennes assez traditionnelles. Il y a un deuxième enseignement, c'est vraiment laisser place à l'inattendu. À chaque fois, on me dit quelles actions ça produit. Sincèrement, non, c'est jamais rien. Et du coup, maintenant, j'essaye de faire le pari à chaque fois de dire, essayez d'écrire à l'avance ce que vous pensez qu'il va se produire, avant qu'on démarre. Et jamais il ne se passe ce qu'on a attendu. Il y a quelque chose de vraiment, dès lors qu'on accorde la confiance aux personnes avec qui on va travailler, il y a vraiment une petite étincelle qui va se passer, quelque chose qui peut être tout petit et qui par élargissement va devenir très grand, ou alors des changements qui sont assez profonds. On a des territoires, donc moi j'ai formé à peu près 3000 personnes au cours des 3-4 dernières années qui sont passées. Donc en enseignement, il y a vraiment des territoires qui sont allés jusqu'à repenser leur gouvernance locale, et d'autres territoires où on a fait des petites actions vraiment épisodiques dans un quartier. Mais ces actions-là attachent une importance très forte pour refaire de la cohésion dans un quartier où les liens étaient assez délités. Donc vraiment, il y a Small is Beautiful, il y a des choses toutes petites qui deviennent assez miraculeuses, et puis il y a des choses on va par exemple aller jusqu'à des entreprises libérées qui vont se constituer sur ce modèle-là, dès lors qu'on accorde la confiance aussi bien aux travailleurs qu'aux managers qu'aux dirigeants, et qu'on se met ensemble autour de la table. Ça demande aussi une troisième chose, c'est de croire en les capacités de chacun. Il y a quelque chose d'assez hallucinant, c'est que vraiment, personne ne s'est posé la question au départ de ce qui fait son bien-être. Chaque fois qu'on pose la question là, ça paraît tellement facile, mais en fait il y a toujours un grand temps de silence. C'est vrai, qu'est-ce qui fait mon bien-être ? Donc ça demande de prendre un petit peu de temps, mais derrière aussi, qu'est-ce que tu peux faire toi pour améliorer les choses ? Il y a un temps qui est souvent encore plus long, parce qu'il y a besoin de reprendre confiance dans ses propres capacités.
Et tout le monde a des capacités. Simplement, on n'a plus l'habitude de les mobiliser dans un intérêt commun. C'est-à-dire que le citoyen va agir en même temps que l'élu local, en même temps que le chef d'entreprise, en même temps, et chacun va faire sa part. Et des fois, la part du citoyen, elle est bien plus importante que la part de l'élu local, qui finalement a des moyens qui sont assez limités à son échelle. Et cette magie-là fait que la co-responsabilité va créer de l'interdépendance, des liens entre les personnes. Et c'est ce que je dis vraiment, 1 + 1 égale 3. Le fait que Roberto et Dominique fassent quelque chose va me permettre à moi de le faire, alors que si j'avais été tout seul, j'aurais pas pu. Et c'est ça qui va se créer dans des petites instances locales. 4e grand enseignement pour moi, ça va être un pari de reconnaître les légitimités de chacun à agir. Et c'est vrai que depuis hier, j'entends beaucoup de choses où on critique énormément les élus, sans doute à juste titre. On parle beaucoup de milieux corrompus, etc. J'ai aussi rencontré dans ces journées des élus qui font des choses formidables. Quand on est sur le territoire, on a une forme de défiance qui est déjà préinstallée, une perte totale de confiance, aussi bien dans la capacité des élus que dans la capacité des citoyens, etc. Et il y a un moment où je dis simplement, pour démarrer, il va juste falloir s'accorder une confiance dans les légitimités de chacun. L'élu a sa légitimité, le citoyen a sa légitimité, l'élu est aussi un citoyen, le chef d'entreprise est aussi un citoyen. Simplement, on va arrêter de se poser la question de c'est la faute à qui. On va dire qu'on est tous un paquet d'irresponsables, sinon on aurait déjà changé le monde, mais on n'y est pas. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble? Donc on dépasse cette question-là de chacun est légitime ou pas, et on y va. C'est pas si évident. Sincèrement, c'est pas si évident que ça. Et ça demande souvent de prendre le temps d'installer cette forme-là de partage. Et je sais que notamment à Montréal, on a travaillé dans le quartier de Montréal Centre-Sud sur des approches communautaires où on a senti que vraiment il y avait une forme de défiance installée entre les communautés, une défiance vis-à-vis de la mairie, et que finalement il a fallu presque 6-8 mois avant de pouvoir démarrer, juste le temps d'installer un réseau de confiance entre les acteurs. Et d'amener mobiliser la communauté transsexuelle mineure du quartier gay de Montréal, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait quand on était à côté de populations immigrées, quand on était à côté de populations plus installées, etc. Et ça, c'était un peu des conditions préalables pour pouvoir ensuite démarrer. Et ensuite, dernière chose qui est assez curieuse et atypique, comme on est sur la participation inclusive, c'est que très sincèrement, les personnes les plus en difficulté ne sont pas les plus difficiles à mobiliser. Ce qu'on n'arrive jamais à avoir dans ce type d'instance participative, c'est le médecin local, c'est le grand chef d'entreprise, c'est des personnes qui finalement n'ont pas besoin d'aller participer dans des communautés ouvertes, puisqu'ils sont déjà entendus partout où ils vont. Pourquoi les consacrer du temps, alors que de toute façon j'ai un pouvoir de lobbyiste qui est déjà installé? Mais ce qui est important dans la co-responsabilité, c'est de pouvoir mettre en partage ces pouvoirs-là. Mais par contre, quand on va voir des personnes qui sont en grande difficulté et qu'on prend le temps simplement de leur dire « ta voix compte, et ce que tu vas pouvoir apporter à la communauté va être important », je vous garantis qu'il n'y a jamais aucune difficulté à mobiliser. Si tant est qu'on crée des conditions favorables d'écoute, de reconnaissance, de légitimité et d'attention aux vulnérabilités de chacun, ça se passe toujours bien. Par contre, d'aller mobiliser ceux qui ont déjà le pouvoir et qui du coup vont perdre dans ce type de démarche-là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. On a la notion en anglais de disempowerment qui n'existe même pas en français tellement on n'envisage pas qu'on puisse avoir cette capacité-là de perdre du pouvoir au bénéfice des communs. Donc voilà, c'est juste pour vous dire aussi, la petite minute qui me reste, je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. Spiral, vous le retrouverez, c'est SPIRAL, pour ceux qui veulent le googliser. C'est uniquement des outils libres, ouverts et gratuits. Donc vous pouvez aller vous en saisir. Vous allez voir qu'il y a une communauté mobilisée derrière, c'est déjà installé dans 28 pays. Donc n'hésitez pas, vous verrez, il y a tout qui est, il y a un Wikispiral, wikispiral.org. Donc vous pouvez vous en saisir de tout parti, et y compris faire vivre la communauté pour essayer de faire remonter des expériences apprenantes si jamais vous aviez envie de vous lancer dans ce type d'aventure. Voilà, merci. Merci Sébastien, c'était parfait le timing. On va donner la parole à Dominique Olivier, donc. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux pour nous écouter ce matin. Pendant que j'attends mon PowerPoint, dites-moi, est-ce qu'il y en a ici qui connaissaient Montréal? Hein, levez la main, ceux qui connaissent Montréal. Oh, il y en a quand même quelques-uns. Alors, il va falloir que je fasse attention à ce que je vais dire. Sentez-vous à l'aise de me reprendre si vous trouvez que je vais un petit peu trop loin. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient présents l'an dernier à Montréal? Ah, quelques-uns quand même. Alors, j'en profite, je fais ma petite minute de publicité.
On vous a apporté les actes, alors n'oubliez pas de passer les prendre. On en a dans la salle, ils sont en 4 langues. Annick peut vous en donner. Annick, lève-toi pour que les gens puissent te voir. Voilà, Annick qui est notre directrice des coms à Montréal, donc qui a apporté les actes et vous pouvez voir en détail tous les ateliers qui se sont passés. Alors rapidement, pour les gens qui ne nous connaissent pas, Montréal, les gens me demandent parfois c'est où? C'est au Canada. Hein, c'est une ville assez particulière parce qu'on est entre un fleuve et une montagne assez, nous, on la trouve majestueuse. J'avoue que quand je viens ici, je trouve que c'est peut-être juste une petite butte, mais enfin. C'est une ville où on aime faire la fête. Imaginez, ça c'est l'hiver, c'est Montréal en lumière. Il fait en général autour de -20 et les gens sont dans la rue et font la fête et aiment participer. L'été, tout nous appartient, on descend dans la rue, on proteste. C'est une ville où les gens ont quand même des cultures de participation qui sont assez développées. Alors, qui nous sommes? Nous sommes l'Office de consultation publique de Montréal. On est une institution municipale qui est vouée à la consultation publique. On a été créé en 2002 en vertu de l'article 75 de la Charte de la Ville de Montréal. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est créé par le gouvernement supérieur, le gouvernement provincial dans notre cas, et on est donc à l'abri de tout changement politique qu'il y aurait à la ville, dans l'administration municipale. Personne ne peut donc influencer ce qu'on fait. On a été conçu par les députés comme un tiers neutre et indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est ni du côté de la ville, ni du côté des citoyens. On est vraiment là pour faciliter le dialogue et être un outil d'aide à la décision pour nos élus, en leur disant, à partir du portrait qu'on fait de l'opinion publique à l'heure actuelle, à partir des désirs des citoyens, voilà comment, à notre avis, vous devriez agir. Il y a une présidente, une trentaine de commissaires, ça peut varier d'année en année, et un tout petit secrétariat qui a 7 salariés permanents et environ une douzaine de contractuels. On va mener entre 6 et 15 exercices de consultation dans une année, ce qui est quand même assez considérable. Donc, notre mission, c'est de consulter le public montréalais sur tous les projets qui nous sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la ville. C'est bien sûr de proposer des règles, donc au niveau de toute la municipalité, ce qui va faire que les consultations publiques vont être crédibles, transparentes, efficaces. Donc, on peut leur proposer des démarches, leur proposer des façons de faire. Et on a surtout comme rôle de réfléchir sur les meilleures pratiques. C'est pour ça que pour nous, des événements comme l'OIDP ou des conférences internationales sont toujours des moments d'apprendre et de mettre en pratique des nouvelles choses. On intervient en général sur des projets immobiliers. Je vous dirais que jusqu'à présent, près de 60% de nos mandats étaient sur des projets immobiliers, mais aussi sur des plans, des politiques, des chartes, des équipements collectifs et institutionnels, et ainsi que tout ce qui se passe dans notre arrondissement historique ou naturel en termes de patrimoine. On a également, depuis 6 ans, la responsabilité de mener les exercices de consultation qui découlent du droit d'initiative des citoyens. Donc, chez nous, dans la Charte des droits et responsabilités des Montréalais, on a inclus la possibilité pour les citoyens de réunir 15 000 signatures et de demander un exercice de consultation publique sur un sujet d'intérêt commun, ou si ça se fait à l'échelle d'un arrondissement, à ce moment-là, c'est un pourcentage, ça va entre 5 et 7 000 signatures pour pouvoir demander une consultation. C'est un pouvoir qui est tout récent à Montréal, mais dont les citoyens usent de plus en plus. On a eu à faire 3 exercices jusqu'à présent, juste pour vous indiquer la variété des sujets. Le premier était sur l'état de l'agriculture urbaine à Montréal. Les gens s'intéressaient à voir comment on pouvait, qu'est-ce qu'on plantait sur le domaine public, comment ça pouvait contribuer à la souveraineté alimentaire, à l'aide aux plus démunis, les jardins communautaires, les jardins collectifs, etc. Et tout ça, dans leur esprit, des demandeurs devaient amener à créer une politique alimentaire. On en a eu un avant la COP21 à Paris sur comment on peut réduire la dépendance des Montréalais aux énergies fossiles, qui a quand même mobilisé tout près de, plus de 3500 personnes. C'était un très, très bel exercice pour nous de consultation qui nous a permis de remettre au maire, avant qu'il aille à la conférence des maires à Paris, ce que les citoyens étaient prêts à faire
pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Et présentement, nous menons un exercice sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville. Donc, ça vous donne une idée de la diversité des mandats qui peuvent arriver et comment les citoyens peuvent utiliser quelque chose comme le droit d'initiative pour même attaquer des sujets très, très, très sensibles que les politiciens ne voudraient pas forcément prendre en compte. Alors, rapidement, comme je vous dis, on existe depuis une quinzaine d'années, donc ça, c'est un peu l'ensemble de ce qu'on fait. Donc, on est parti de vraiment intervenir sur le plan d'urbanisme. Et puis, depuis 2008, on ajoute des éléments de médiation, de concertation à nos communications, de planification en amont. On ajoute également, depuis 2014, des éléments de formation à la fois des élus et des fonctionnaires à la consultation publique, l'accompagnement de services internes dans leur design de consultation. Bref, on est vraiment au cœur de ce qui se fait en termes de participation à Montréal. On a 4 valeurs à l'Office. La transparence absolue. Tout est public chez nous. Ça n'existe pas, comme on dit en Amérique, le off the record. Là, vraiment, tout est public. L'accessibilité à l'information et à la compréhension des enjeux pour les citoyens. L'efficacité dans nos processus et l'équité et l'égalité de traitement des individus et des opinions. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire émerger la variété, la diversité des opinions. Ce n'est pas qu'une opinion. On ne veut pas savoir quelle est l'opinion la plus populaire. On veut vraiment savoir quels sont l'ensemble des possibles que peuvent faire surgir les citoyens. Donc, notre fonctionnement, rapidement, ça se déroule en 2 temps. C'est des méthodologies connues et annoncées d'avance. On a un strict code de déontologie. Et finalement, notre pouvoir n'est qu'un pouvoir de recommandation. C'est les élus. On admet au point de départ, et toute personne qui se prête à l'exercice admet au point de départ que ce sont les élus qui ont le droit ultime de décider. En même temps, nous, on se rend compte que plus les citoyens participent, plus les consultations sont considérées par les élus comme légitimes. Et donc, ça nous force à mettre des processus vraiment efficaces en ligne de compte. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, à notre fondation, je dirais en 2002 ou il y a une quinzaine d'années, quand on avait une centaine de personnes qui participaient, on avait une quarantaine de mémoires, c'était intéressant. La plus récente consultation, je n'ai même pas encore commencé mon sujet, la plus récente consultation qu'on a faite, on a été chercher près de 10 000 personnes qui ont participé. Donc, ça vous donne une idée que quand on veut, on peut vraiment aller chercher un grand nombre de personnes. 10 000, ça paraît beaucoup. Il faut quand même se dire que Montréal, c'est 3 millions d'habitants. Le Grand Montréal, c'est presque la moitié des personnes qui résident au Québec. Alors, ce dont je voulais vous entretenir, et là, j'ai à peu près 2 minutes pour le faire, je vais peut-être en prendre 2 de plus, c'est de la participation des femmes. On s'est rendu compte, moi je suis arrivée à la présidence de l'Office en 2014. Un des constats qu'on avait fait, c'est que sur certains dossiers, la participation des femmes était vraiment mineure. On avait des dossiers où on avait 18% de femmes qui s'exprimaient. Donc, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut arriver à augmenter la participation des femmes et qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dirais que le premier constat, ça a été de regarder. Regardez, est-ce qu'on a de la représentativité dans notre personnel, dans nos commissaires? Qui se fait entendre? Les femmes, les hommes, est-ce qu'ils viennent comme individus, comme représentants d'organismes? Il fallait vraiment faire cette étape de statistiques qu'on n'avait pas forcément, on les avait compilées, mais on ne les avait pas forcément analysées pour pouvoir se dire quel est le constat qu'on doit faire. Le constat qu'on a fait, qui a été le début de notre réflexion, c'était 3 types d'obstacles à surmonter. Des obstacles de type informationnel, de type pratique, les horaires, les lieux, les services, ou de type systémique. Et c'est ce à quoi on a décidé de s'attaquer. Donc, au niveau des obstacles informationnels, on a fait 3 choix. En fait, on a fait 3 choix de priorité d'action. Adapter nos communications, faire autant que faire se peut, réduire les obstacles pratiques et assurer une meilleure prise en compte des obstacles systémiques. Comment on a fait ça? Bien sûr, on a commencé par adapter nos stratégies. On s'est mis à utiliser des nouveaux canaux. On faisait beaucoup des annonces dans les journaux. On s'est mis, entre autres, à utiliser beaucoup les médias sociaux pour faire la promotion de nos activités.
On est allé dans les milieux de vie, parler aux gens. On a utilisé des relayeurs d'informations, donc des groupes organisés qui donnaient des services. Et je dirais que le grand changement, c'est qu'on s'est dit, on va désormais, au lieu de dire aux gens, venez dans nos bureaux jeudi à 19h, on va prendre votre opinion, on s'est dit, et si on essayait d'aller dans les milieux de vie où les personnes se trouvent déjà? Donc, ceci nous a amené à faire toutes sortes d'expérimentations. J'aime souvent raconter celle-là qui est la plus, à mon avis, la plus folle qu'on ait fait, au point d'aller mener une consultation dans un autobus entre Montréal et Québec où il y avait une 60aine de jeunes. Entre Montréal et Ottawa, pardon, c'est 200 km. Alors, pendant 200 km, on a pris la vie de la 60aine de jeunes qui étaient là-dedans. C'est du temps mort, mais c'est intéressant de voir comment le temps mort peut être mis à profit. Pour lever les obstacles pratiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diversifié et accru les occasions de participer en présentiel. Au lieu d'avoir une séance d'information, on s'est mis à diversifier nos méthodes. On a adapté également les pratiques de consultation parce qu'on s'est rendu compte que les femmes, même quand elles étaient présentes dans la salle, ne prenaient pas naturellement la parole. Par contre, si on les invitait à des exercices où ils étaient assis autour de table, là, ils venaient à prendre la parole de plus en plus souvent. Et bien sûr, on a fait des partenariats pour les recruter avec notamment les groupes de femmes. On s'est mis, en plus de nos processus, donc à ajouter toutes sortes d'autres modèles, des rencontres thématiques, des ateliers créatifs et prospectifs, des jeux de rôle. On a même fait appel au théâtre de Boal, inspiré du Brésil. On a fait des cartes et maquettes, on a fait des portes ouvertes. Donc, tout ce qu'on pouvait pour cesser d'intimider la relation, d'avoir à se lever debout devant un jury et faire en sorte que les gens prennent la parole, donc pour rendre la participation plus concrète. Je vais aller rapidement. Ça, c'est un exemple d'atelier prospectif qu'on fait. On a développé des petits kits, comme vous voyez, qui sont super faciles. Si des gens s'intéressent, j'en ai 2 ici. Donc, avec des cartes où on invite les gens, au fond, à se parler à travers une ouverture, un dialogue, et surtout à se projeter dans l'avenir en dépolarisant les débats. Pour ce qui est des obstacles systémiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soutenu la formation à la participation. On a introduit des éléments d'analyse différenciés, c'est-à-dire qu'au moment où on a le mandat de consultation, on s'est demandé qu'est-ce qui va intéresser les femmes. Et là, je vous parle des femmes, mais c'est la même question, le même questionnement qu'on peut se faire pour n'importe quel groupe de clientèle. Qu'est-ce qui, dans mon projet, va les intéresser et qu'est-ce qui les touche et est-ce que ça les touche différemment de comment on touche tout le monde? On s'est assuré de la présence de groupes cibles à toutes les étapes de la consultation. Notamment, on fait une modération de qui participe tout au long du processus et à un moment, on va faire de la publicité ciblée ou on va faire des activités ciblées pour toucher des groupes en particulier. Ça, c'était notre processus de consultation avant, en 2 temps, information, consultation, rapport. Maintenant, ça ressemble à ça, notre processus de consultation. Donc, on ajoute du crowdsourcing de données, on ajoute des plateformes en ligne, on ajoute des questionnaires en ligne, bref, toutes sortes de méthodes pour pouvoir faire en sorte de stimuler la participation. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne ce que j'aime à montrer ici. Ça nous a donné 49% l'an dernier de participation de femmes dans nos exercices. Comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui est intéressant de constater, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de femmes qui prennent la parole en public. Mais le fait d'avoir ajouté d'autres façons de prendre la parole, c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a énormément de retombées. Et nos communications ont fait en sorte qu'on a pratiquement doublé la quantité de femmes qui vont nous envoyer des mémoires, des opinions. Et quand on ajoute maintenant les opinions en ligne, j'ai très hâte de voir les chiffres de 2018. Ça va être particulier. C'est terminé, cher. Alors, nos prochaines étapes, on va continuer à documenter, on va continuer à transformer nos façons de faire et on va vraiment faire en sorte de mettre en valeur les contributions qui viennent des groupes cibles sous-représentés pour essayer de créer une certaine émulation. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Donc peut-être pour commencer un premier tour de réaction, je voulais moi-même vous poser une question. Donc par rapport à, vous avez tous présenté des cas qui sont très différents, vous visez des populations qui sont différentes dans vos différentes démarches, et je voulais vous demander qu'est-ce que l'inclusion finalement?
Si Roberto, est-ce que tu veux réagir peut-être? C'est le temps de la traduction. Boa pergunta. Eu acho que inclusão é tratar as pessoas que não têm acesso de forma diferente para a gente conseguir inserir na política pública. Nós temos uma dificuldade, não só no Brasil, mas no mundo, de, por exemplo, dar acesso à população vivendo em situação de rua. Né? Qual é a fala que a população em situação de rua ela tem na inclusão social e na participação social na questão da democracia? Então, eu percebo que a inclusão ela precisa de ser, de fato, concretizada com essa população que não consegue ter acesso às políticas públicas. E acho que o nosso papel, enquanto gestores, né, é ir até aonde essa população está. Não dá mais para ficar esperando dentro do equipamento de saúde, nas escolas, na assistência social, achar que eu estou na minha zona de conforto, no ar-condicionado, e essa população vai ter acesso à política pública. Não vai. Nós temos que sair desse lugar e ir de encontro a essa população nas comunidades. Obrigado, Sébastien. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Roberto. Je ne sais pas définir l'inclusion, peut-être par opposition à l'exclusion, mais ce que je disais moi tout à l'heure, c'est qu'on va regarder vraiment c'est quoi la diversité qui existe au sein de notre organisation, quand on peut travailler dans un établissement scolaire, c'est quoi la diversité des publics. Et en fait, on part d'une idée de, il y a des enfants. En fait, ça ne veut rien dire des enfants. Et c'est quoi la diversité des enfants? Et on peut aller très loin comme ça et se dire derrière, dans ces enfants-là, il y a des enfants qui sont en situation de handicap et qui du coup ne vivent pas la même scolarité qu'eux. Il y a des enfants qui ne peuvent pas être accompagnés le soir par les parents pour aller faire leurs devoirs, etc. Ils ne vivent pas la même scolarité qu'eux. Et du coup, après, par rapport à tous ces types de publics-là, comment est-ce qu'on fait, non pas pour avoir des processus forcément totalement différenciés en fonction de tous les publics, mais pour que chacun puisse avoir le même accès, une forme d'égalité des chances dans sa vie sur le territoire, dans sa vie dans l'entreprise et au travail, dans sa vie dans un établissement scolaire, etc. Et donc du coup, effectivement, ça demande une attention particulière et de ne pas attendre que les gens viennent à, mais d'aller vers. Et c'est un processus qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on fait de la participation citoyenne. Souvent, on invite, voire on convoque tout un tas de personnes en se disant il faut qu'on soit ensemble tous le même jour à la même heure. Sauf que la réalité de la vie des gens n'est pas forcément la même. Et du coup, ça mérite effectivement d'aller vers et de prêter une attention particulière à des publics qui sont traditionnellement exclus de ce type d'instances participatives, collégiales, ouvertes, etc. C'est peut-être justement cette notion d'aller vers que vous avez travaillé à l'Office avec la question des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument, avec la question des femmes, mais aussi des autres publics. On s'est intéressé aux jeunes, on s'est intéressé aux personnes issues de l'immigration, les personnes migrantes. Et on a essayé chaque fois dans nos processus de voir comment on peut au moins leur donner la possibilité de participer. Le problème de certains processus de consultation, c'est qu'ils sont effectivement très formels. Et tout le monde n'est pas au même niveau de participation non plus. Donc, il faut à la fois, et pour nous c'est important, je vous ai montré quand même notre processus de consultation, ça demeure un processus très formel, et c'est important qu'on ait cette étape-là. Mais parce qu'on a ce formalisme-là, on peut se permettre d'enrichir nos méthodes pour aller plus loin et trouver les gens dans les milieux où ils sont et faire entendre leur voix, au moins leur donner l'occasion d'entendre leur voix, de faire entendre leur voix. Peut-être une autre question, si vous me permettez. Comment justement peut-on faire pour aller chercher la richesse de la façon dont les gens participent eux-mêmes dans leur quartier, dans leur territoire? Il y a déjà des dynamiques qui existent. Comment fait-on pour s'enrichir, pour enrichir les démarches qui sont plus institutionnalisées avec ces méthodes, ces pratiques qui existent parfois de manière historique dans certains endroits? Mais si je peux me permettre de répondre la première, je te dirais, Danaï, que chez nous à l'Office, une des choses qu'on a découvertes, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on appelle chez nous les méthodes d'éducation populaire, qu'on appelle un peu partout. Il y en a beaucoup d'ailleurs au Brésil. Et ce qu'on s'est dit, c'est que si le principal obstacle des gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps de venir lorsque nous, on les convoque, comment est-ce qu'on peut les outiller pour qu'ils puissent participer au moment où ça leur tente, avec les gens qui leur plaisent là-dessus? Et ce qu'on a fait, et puis c'est un peu, je peux les faire circuler tout à l'heure, mais on s'est mis à créer ce qu'on appelle des activités contributives citoyennes.
Et les gens peuvent télécharger ce genre de choses-là qui leur expliquent en 4 étapes très simples qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on vous demande de contribuer. Et à partir de là, ben, ils les téléchargent chez eux, ils les font avec leurs amis, avec les gens dans leur groupe, avec les gens avec qui ils travaillent, et ils nous restituent l'information par la suite. On s'est rendu compte qu'en présentiel, je vous parlais tout à l'heure de notre consultation sur les énergies fossiles, on avait à peu près 700 personnes qui étaient venues dans nos activités formelles. Ben, en créant ce kit-là pour les énergies fossiles, ben, on a doublé la quantité de personnes qui se sont déplacées. Donc, les gens, avec leur groupe d'amis, avec leur groupe de travail, les comités de parents, les groupes de migrants en situation d'apprentissage de langue seconde, sont venus, ont pu organiser des activités et ont pu participer. Donc, il faut vraiment rendre ça facile, je dirais. Et la deuxième chose, c'est prendre les gens au niveau où ils sont. À l'heure actuelle, on permet au moins 3 façons de contribuer à l'Office. Donc, on n'est pas obligé d'écrire le mémoire, l'opinion de 50 pages étayées, dissertation. Si vous voulez juste remplir un questionnaire, c'est très bien. Si vous voulez venir à un de nos ateliers, c'est très, très bien. Si vous voulez faire une activité contributive citoyenne, c'est très bien. Et c'est l'addition de toutes ces opinions-là qui nous permettent d'avoir vraiment la diversité. Tu m'autorises 2 bonnes minutes? Oui, bien sûr. Donc encore une fois, je partage ce que vient de dire Dominique. Après, c'est vrai que souvent, moi j'ai le réflexe en tant que technicien de m'estimer un peu légitime dans la conduite d'une démarche. Et je suis parti un peu très rapidement sur des formes d'invitation en me disant je vais reproduire des choses que je maîtrise. Et en fait, j'ai jamais rencontré aujourd'hui ni un territoire, ni une organisation qui soit vierge de toute démarche préexistante. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à davantage prendre le temps d'aller vers les acteurs qui sont déjà en place et qui connaissent déjà tout un tas de réseaux installés et préétablis avec lesquels je peux travailler sur 2 aspects. D'abord, m'aider finalement à comprendre comment ça fonctionne sur le territoire où on va quand même faire des choses qui sont un peu atypiques, mais s'appuyer sur cet existant-là pour en faire une force, et en même temps faire comprendre aussi à des organisations préétablies qu'elles ne sont pas légitimes à représenter et à être la voix d'eux. Et je prends l'exemple sur les politiques jeunesse. Le nombre d'animateurs jeunesse qui m'ont dit « Attends, on va gagner du temps, on ne va pas s'embêter à aller vers les jeunes, nous on est avec eux tous les jours. Je vais te dire ce qui est important pour les jeunes. » On m'a dit derrière après « Un jeune, ce n'est pas ce que tu étais toi il y a 20 ans. » Et effectivement, et heureusement finalement en disant « Ok, je comprends, mais si tu peux m'aider à les mobiliser un petit peu des jeunes, toi tu les connais, etc. Et puis on va fonctionner ensemble. » Et du coup, le jour J, je fais un groupe d'animateurs jeunesse, un groupe de jeunes. Et on voit que finalement, on n'a pas du tout les mêmes préoccupations, mais on ne parle pas du tout de la même chose, ce n'est pas la même réalité. Je n'ai pas besoin d'aller quelque chose un peu dans la confrontation avec les animateurs. Ils le comprennent d'eux-mêmes et ça se passe. Et deuxième chose qui est un peu déstabilisante pour un animateur, ce que je disais, faire preuve et laisser place à l'inattendu, ça mérite quand même de l'outillage et de la formation permanente. Et le nombre de fois où je suis arrivé, typiquement avec des post-it en disant aux gens, allez, écrivez, et je voyais que les gens n'écrivaient pas, et puis je disais, on va prendre un peu de temps, soyez à l'aise, etc., jusqu'à ce que je comprenne qu'ils ne savaient pas écrire. Et là, le moment... donc maintenant, c'est vrai que j'ai tout un tas d'outils dans ma mallette où on va faire autre chose qu'écrire. On va passer par du découpage d'images, on va même développer le spiral version vraiment... On n'écrit pas du tout, et on va dessiner des silhouettes, et on va dessiner sur nos silhouettes ce qui fait notre bien-être et notre mal-être, et on part sur du photolangage, et on part sur plein d'autres trucs. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour un animateur qui a l'habitude de reproduire ces méthodes. Ça demande une formation assez permanente, mais finalement, ça devient presque un réflexe d'être toujours dans l'attention de « je suis presque spectateur de ce que j'anime, et j'essaye de voir à quel point ça ne fonctionne pas ce que je peux proposer ». Pour ne pas créer le fossé qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas rattrapables des fois quand on a mis les personnes en difficulté, après elles ne reviennent plus. Hein. C'est pas agréable ce moment-là. Roberto? Eu acho que tem fator primordial na inclusão social que é a questão do protagonismo. Né? Eu acho que a gente não pode esquecer que as pessoas precisam falar também entre os pares. Não adianta eu ter um programa Transcidadania dentro da minha cidade onde eu não tenho travestis e transexuais trabalhando comigo. Porque são essas pessoas que vão falar entre os pares nas comunidades. Então, o protagonismo de jovens, de negros, de mulheres e de população LGBT, eu acho que é fundamental nesse processo de identificação. E percebo também que nós precisamos trabalhar com programas onde atinge essa população aonde ela se encontra. Tem um programa em João Pessoa, que é o Consultório na Rua, que eu mostrei aqui rapidamente, que é um programa que sai um pouco desses equipamentos de saúde, da assistência social e de educação e vai de encontro a essa população.
Acho que isso é fundamental, porque só o Conselho Municipal, estadual e federal, ele não dá conta, porque às vezes é muito burocrático. E essas pessoas, às vezes, não conseguem ter acesso ao próprio Conselho de Mulheres, LGBTs, de igualdade racial. Então, me parece que o nosso desafio é exatamente trabalhar aonde essa população se encontra, porque ela só consegue se empoderar dos seus direitos enquanto pessoa a partir do momento que ela se sinta refletida diante daquela população e ela se sente acolhida. Nós precisamos muito do processo de escuta, eu falo enquanto psicólogo, né? Não só uma escuta singular dentro de um consultório, mas uma escuta também a nível coletivo. Por isso que a gente trabalha muito nos pontos de prostituição e por isso que a gente conseguiu cadastrar mais de 300 travestis e transexuais nesse programa. Porque se eu ficasse esperando dentro da minha sala, elas não iam chegar ao equipamento. J'ai peut-être une dernière question avant de donner la parole. Peut-être avant, Oui, Danaïs, si vas-y. tu permets, j'aimerais juste illustrer ce que disait Sébastien tout à l'heure. À Montréal, il y a quelques années, on devait faire une consultation sur le 375e anniversaire de Montréal et ce que les gens voulaient pour le 375e. Et je vous dirais que quelque part, les gens ont vraiment tendance à reproduire ce qu'ils connaissent et à parler de ce qu'ils connaissent. Et on nous a demandé à la dernière minute d'aller voir un groupe d'adolescents, de jeunes de 15 ans, et de leur demander ce qu'ils voulaient. Et je me souviens, j'étais l'animatrice de ce groupe-là, et les jeunes m'ont dit, d'abord, on veut changer de mère. J'étais très surprise de la maturité des jeunes et de leur lecture. Ils disent, ce maire-là, il ne veut jamais rien faire, il faut changer de mère. Moi, je pensais que c'était leurs parents qui leur avaient donné le message, mais c'était très clair. La deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'est alors on a chez nous le pont Jacques-Cartier, ils m'ont dit on veut que le pont Jacques-Cartier soit illuminé, et la troisième, on veut des hologrammes. Alors là, je vous parle, on est en 2013, et on prépare le 375e pour 2017. J'ai dit, des hologrammes, de quoi vous me parlez? Et en sortant de là, j'ai dit, bon, ben, les adolescents, ils rêvent. Mais justement, on a besoin de cette capacité de créativité. Ce que les adolescents avaient demandé, on a changé de maire. Ils ont illuminé le pont Jacques-Cartier et on a une super exposition faite par Moment Factory qui s'appelle Cité Mémoire, qui raconte l'histoire de la ville à travers des projections et des hologrammes. Alors, quelque part, c'est important, et là, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'est important d'écouter vraiment toutes les catégories, parce qu'on est en train de planifier demain. Et on a tendance, comme adultes, à planifier demain avec des outils d'aujourd'hui, alors qu'eux sont déjà dans les outils de demain. Donc, ça devient quelque chose de vraiment intéressant. Voilà. Excuse-moi. Non, peut-être juste une dernière question par rapport à la question de la confiance, comment on construit la confiance, mais aussi, du coup, qu'est-ce qu'on fait de la violence? La violence qui est parfois physique dans le cas de certaines populations, mais aussi la violence qui est plus symbolique, structurelle, qui vient d'ailleurs et qui du coup peut très fortement être ressentie par les personnes quand on les fait venir dans une institution. Parfois, comme disait Roberto, ce sont les institutions même qui sont porteuses d'une violence vis-à-vis de certaines populations. Donc du coup, comment fait-on face à cette question de la violence? Comment justement pour construire une confiance avec les populations qu'on a envie d'inclure dans nos démarches? Parece que a gente tem uma questão da violência nesse grupo de vulneráveis. Eu vou falar da população mais vulnerável que a gente tem no Brasil, que é a questão da violência contra a mulher, e LGBT e população negra. Eu percebo que a violência ela é social também, né? Ela não é só pessoal ou familiar, mas ela é também social no Brasil. Então, me parece que essa violência onde a gente tem o futuro presidente desse país, do Brasil, Bolsonaro, onde ele incita a isso no seu discurso, me parece que a violência é legitimada. É legitimada porque as pessoas acabam deixando de agir da forma que elas são. A gente teve mudança de comportamento da população LGBT do Brasil, principalmente das travestis e transexuais, onde elas têm que se vestir de uma outra forma porque elas não podem se expressar no contexto social. Porque o discurso do presidente é um discurso de ódio, de exclusão o tempo todo. E aí a gente fica preocupado com essa violência
que dissemina também em os outros países, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e me parece que nós temos que trabalhar muito com relação a esse capital de qualquer forma, né? A gente tem ainda a gente tem que ser muito resistente, contar com a população, com as organizações, com as ONGs, com a sociedade civil, e acho que lutar cada vez mais para ter esses nossos direitos adquiridos. Me parece que a violência hoje no nosso mundo é uma violência social, é uma violência, às vezes, institucional, dentro das próprias organizações. A gente vê muito essa violência, porque alguns grupos têm acesso àquele equipamento e os outros grupos não têm. E mais do que isso, tem uma violência familiar, porque o fundamentalismo religioso está aí. E o fundamentalismo religioso é algo que exclui hoje essa população. Nós nunca tivemos tantas pessoas vivendo em situação de ruas LGBT no Brasil por conta do discurso de ódio das famílias. Porque ser gay é pecado, porque ser travestis ou bissexuais não pode viver mais na minha família. Então, o que a gente tem trabalhado é também trabalhar essa família. Essa família também, o violador também precisa ser acolhido no sentido de mudar e ressignificar a sua perspectiva diante da pessoa que passa pela violação de direito. Então, nós temos fazendo um trabalho agora, só para finalizar, com também os familiares LGBTs. E aí mudou muito a perspectiva da relação mãe, pai e filho nesse sentido. Alors, avec ma réponse, je ne suis pas sûr d'être totalement consensuel. Juste un prérequis. En France, on n'est pas du tout dans la même situation qu'au Brésil. Donc, même si les médias peuvent relayer des niveaux de violence qui peuvent arriver sur un certain nombre de conflits, on va parler de conflits quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on peut avoir en France et dans les méthodes d'animation traditionnelles de processus participatif des moments de violence qui me semblent totalement de l'ordre de l'irrationnel. Les gens vont se battre et se taper dessus pour une éolienne. Pas trop à comprendre l'enjeu pour aller jusqu'à en venir aux mains, etc. Ça, c'est quand j'animais des processus, on va dire, un peu classiques de type concertation publique, réunion publique, qui sont vraiment pas des instances de participation ou de co-construction. C'est des instances de mise en œuvre du conflit. C'est pas du tout ce qu'on vit sur Spiral et qui, à tel point, à un moment dans la démarche, m'a posé souci en disant ça se passait tellement bien dans les assemblées Spiral que je me disais, si finalement on était déjà tous d'accord, est-ce que le monde serait dans cette situation ou est-ce qu'en France on serait dans cette situation-là aujourd'hui? Finalement, on arrivait à mettre des espèces de consensus mou en place où on mettait un peu de côté les désaccords et on laissait les conflits de côté. C'était pas super confortable, etc. Et du coup, j'ai réintroduit des étapes de l'ordre de la controverse, on va dire, plutôt au sein des démarches. Je vais vous prendre un exemple tout bête. En ce moment, j'ai beaucoup travaillé sur les questions scolaires en Spiral. Et donc, il y avait un certain nombre de parents sur vraiment ce qui faisait bien-être et mal-être. C'était la question de l'accès en sécurité aux établissements scolaires. Donc, du coup, on était d'accord. Ce qui fait importance pour nous, c'est de pouvoir accéder en toute sécurité à l'établissement. Sauf qu'en fait, si on creuse un petit peu, vous avez la moitié des parents qui aimeraient rentrer en voiture dans la cour de l'école et l'autre moitié qui aimerait qu'on piétonise le secteur pour être sûr qu'il n'y ait aucune voiture qui y accède. Mais si on restait sur le critère, on était tous d'accord. En réalité, là, ils peuvent en arriver à se battre derrière, disant, moi, mon 4x4, il est important, et moi, non, au contraire, je veux venir en vélo, etc. Et on est sur des habitudes de vie qui sont complètement différentes. Et donc, du coup, j'ai réinstauré de la controverse, et on prend le temps de se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et après, on arrive par ce qu'on appelle la gestion par consentement, qui est tout sauf le consensus, à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble sans se trahir dans ce qui nous tient. En recherche, on dit de l'ordre du concernement, sans trahir ses valeurs ou sa chair, qu'est-ce qu'on est prêt à accorder pour avancer ensemble vers une solution commune. Mais ça nécessite aussi des outils et de la méthodologie, et de prendre le temps de poser ces controverses-là. Absolument, c'est la même chose chez nous. D'ailleurs, au Québec, on dit qu'on n'aime pas la chicane. Ouais. Donc, les gens sont prêts à faire toutes sortes de faux consensus pour éviter justement l'affrontement et la confrontation. Malheureusement pour eux, moi je crois que du choc jaillit la lumière et les idées. Alors oui, on va essayer souvent nous aussi de réintroduire ça, mais on va le gérer, je dirais, c'est un peu bête à dire, carrément par du formalisme. Le fait qu'on ait cette étape formelle où tout le monde est écouté, où les gens ne réinterviennent pas les uns après les autres, ben, ce formalisme-là aide la gestion
des conflits et la gestion des trucs. Et ça force tout le monde à être entendu. Tout à l'heure, je parlais d'une valeur qui est l'équité et l'égalité de traitement des personnes et des idées. Alors, en mettant en place des moments où chacun a son droit de parole, où chacun est entendu, et ensuite des techniques de travail ensemble sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin et atteindre les objectifs, ben oui, effectivement, ça a tendance à libérer les conflits. On avait un bel exemple cet été, on interdisait la circulation de transit sur la montagne. On avait beaucoup de gens très fâchés. Ils arrivaient à nos ateliers, ils étaient avec des gens qui croyaient qu'effectivement, il fallait interdire le transit. Et ensemble, on les amenait à travailler autour d'une carte. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre des objectifs acceptables? Et personne ne sortait avec l'opinion qu'ils avaient au moment où ils sont rentrés. Donc, il y a aussi là-dessus l'idée de se mettre à la place des autres. Merci beaucoup. Il nous reste une petite demi-heure, il nous reste exactement 28 minutes. Donc maintenant, la parole est à vous, si vous avez des questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre 3 questions, demander aux intervenants de répondre, et puis ensuite on reprendra 3 questions, et ainsi de suite. Bonjour à tous. Marianne Lefort, je travaille au Conseil de développement durable, qui est un groupe de citoyens bénévoles à la métropole de Bordeaux. Et déjà, je voudrais vous remercier tous les 3 parce que c'est toujours quand même le plaisir d'entendre des gens qui ont les mains dans le cambouis. C'est à la fois la modestie et l'enthousiasme. Et là, moi, je retrouve plein de constats sur aller vers les publics, comment on diversifie la façon de les écouter, comment on essaye de s'adapter à leur façon d'être, etc. Je trouve que je me reconnais aussi là sur la question de ne pas parler à la place d'eux. J'ai retrouvé des exemples, vous parliez des jeunes à Montréal. Nous, quand on essaye d'aller effectivement vers, j'ai le souvenir qu'on soit allé vers une association, c'était Emmaüs, on était passé par eux pour leur dire on aimerait bien avoir des personnes en grande difficulté. Et tout de suite, la réaction était non, mais ne rêvez pas, hein, prenez-nous, nous. Voilà. Oui, mais on veut bien vous prendre, vous, mais on voudrait bien aussi pouvoir rencontrer des gens. Voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué. On est en France quand même, en particulier, sur une légitimité de la représentativité, quel que soit. Voilà, c'est pas que au niveau politique, hein, c'est aussi au niveau associatif. Moi, j'ai une question assez précise pour Sébastien Keff. Sur la méthode spirale, j'ai trouvé ça assez génial, l'idée de rassembler une dizaine de personnes, élus, chefs d'entreprise, SDF, gamins de 15 ans, voilà. Et puis après, chacun, si j'ai bien compris, hein, selon la méthode Tupperware, va un peu chercher ses pairs et créer ses propres groupes. La question moi, que je me pose, où j'ai du mal à comprendre comment ça peut prendre, c'est par exemple pour les SDF, quand un SDF va rencontrer, que pour lui le travail a été fait en amont de mise en confiance et de travail avec justement des non-pairs, comment est-ce que lui va convaincre ses pairs que c'est pas juste un truc qui va servir à rien? Vous demandez juste d'être concis dans vos questions pour que ce soit rapide. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro parabenizar a mesa. Eu acho que de todo o encontro, esta principalmente foi a mesa mais sensível à questão da democracia participativa, né? Porque se um grupo, né, possui o seu direito violado, nenhum dos outros grupos terão os seus direitos assistidos, né? Então, eu acho que é muito emblemática essa mesa, né, esse tema, e principalmente a situação que nós vivemos hoje, né, e que o Roberto, eu acho que assim, o trabalho que foi mostrado da Paraíba é um trabalho que mostra bem o que foi, né, os anos de democracia participativa no Brasil, né, os anos que foi construído
os direitos, o reconhecimento do Estado das minorias, das múltiplas identidades, dos múltiplos territórios, das populações menos favorecidas, dos grupos vulneráveis, né? Então, o que está acontecendo no Brasil, eu volto a insistir, eu falei isso ontem e quero falar novamente aqui, é um risco que corre todos os países do mundo, né? Todos os países do mundo, né? Por mais que o Estado ou não esteja forte, por mais ou não que a democracia participativa esteja consolidada, é o risco que corre, né, todos os países do mundo. O avanço do nazifascismo, o avanço da extrema-direita, e eu acredito, né, que, principalmente, a voz para esses países, né, a gente não pode perder o Brasil de vista. O Brasil tem uma experiência participativa muito importante, o trabalho do Roberto mostrou isso, né? É importante que a gente recupere, né, a história do país, a contribuição que o Brasil teve, e que a eleição do Bolsonaro não significa a morte das políticas públicas no nosso país. Pelo contrário, né, nós seremos resistência, nós seremos luta, e nós estaremos, né, nas linhas de fronteiras, nas linhas de trincheiras contra o nazifascismo, e para isso eu conclamo, né, que hoje à tarde, na assembleia que vai ter hoje aqui da organização, que infelizmente, né, a gente não vai poder participar quem não é membro, o que eu também acho uma exclusão, né, que seja considerado isso na hora da assembleia, né, de dar voz aos grupos vulneráveis, né, nas próximas edições, que dê voz principalmente aos países que estão correndo risco, né, de violação dos direitos humanos, e principalmente dar mais mesas e mais voz para os países da América Latina, para a África e para a Ásia e para o Oriente. É isso. Une question, peut-être? I'm sorry, I have a very practical question. Thank you for your presentation. I just wonder if you were talking about women, right? Then you're always thinking like, you know, Germany or the US or Canada to include them already. So I really thanks for that it's not so. And the other thing, we in Dresden work a lot with the LGBTs. We have a strong community there, and they support. They make a Christopher Street Day every year, and so they work on that. But when we go down, if we want to, I'm from the city of Dresden, working with the Lord Mayor, and if we're going down to initiatives, there are several initiatives. And then there is one initiative that says, you know, I'm the right initiative for all these rights, so it's me you have to cooperate. What do you do exactly if there is it's a how do you say, a competition between these lower groups or this organizations? Do you have these troubles too, and how do you get them involved into the whole process? Thank you. Vous souhaitez peut-être répondre? Allez-y. Alors, finalement, c'est contre-intuitif, mais je vous garantis, vous pouvez me faire confiance, que le fait que les gens aillent se chercher par groupe de pairs est beaucoup plus facile pour créer des groupes. Quand moi, je viens avec une étiquette institutionnelle en allant vers des personnes sans domicile en disant « venez vers moi », il y a une distance préétablie. Et je le vis encore plus finalement, on va stigmatiser ce type de public, mais ce n'est pas le plus difficile pour... Par exemple, les établissements scolaires. Quand je vais voir un directeur d'établissement scolaire, on est déjà dans une communauté tellement fermée que j'ai quasiment pas le droit d'y rentrer. Alors que quand des chefs d'établissement scolaire se convoquent entre eux, le groupe homogène, il existe très facilement. Et c'est la même chose quand une personne sans domicile va convoquer ses potes, ça commence comme ça, finalement ça se passe naturellement. Alors que si moi j'arrivais avec mon petit cachemire, avec tout ça, ça crée une telle distance que finalement ce qu'on cherche, c'est par cooptation d'aller voir une personne qui peut être un peu dans cette capacité-là de venir dans un groupe ouvert, et après elle aura toute facilité pour aller composer son groupe. Ce qu'on vit avec Spiral, c'est plutôt le contraire, c'est un processus qui échappe complètement à l'autorité qui avait lancé la démarche. Et après, une fois que c'est parti, l'élargissement, vu qu'il n'y a plus de présence d'animateurs de l'institution, ça vit autonome. Et on a eu des trucs où des fois on me demande dans les formations, mais est-ce que toutes les actions dans Spiral doivent être légales? Si je regarde ce qui se passe sur le terrain, ben pas toujours. On est déjà aux frontières de la légalité, où on a pu avoir des petites installations qui se sont créées avec des parpaings qu'on a pu aller récupérer sur tel ou tel chantier préexistant, etc. Je dois dire que ça fonctionne, sincèrement, après coup.
Si l'autorité avait dû l'organiser, ça n'aurait jamais fonctionné de la même manière. Donc finalement, cette forme de confiance-là dans le processus, je vous garantis que ça fonctionne. Il y a des fois, on a besoin de faire des petits rattrapages, mais c'est vraiment, vraiment à la marge. Et deuxième chose sur la troisième question, bizarrement, ce qu'on vit aussi, c'est souvent dans les groupes, des citoyens viennent avec déjà l'idée de la solution. Moi, je sais ce qui va marcher. Et donc, ils viennent presque pour une forme de lobbying citoyen, de dire, il va falloir que je convainque les autres que c'est ça qui va marcher, qu'il va falloir faire. Et en fait, là où c'est assez facile pour l'animateur, c'est que quand on a bien installé la vie du groupe, le groupe par lui-même va fonctionner en autogestion. Et va avoir une certaine empathie pour cette personne, on ne va pas l'exclure, mais rapidement la personne va voir d'elle-même que sa démarche, elle est un peu à côté de la plaque par rapport à la dynamique qui est en train de s'installer. Et que finalement, peut-être il y a des gens qui vont un peu le rejoindre, mais que sa solution à lui va pouvoir être bonifiée par l'apport des autres. Et que ça sera un petit bout d'un truc qui va composer à d'autres. Ou alors ça arrive que des gens sortent parce qu'ils venaient simplement dire... Ça m'est arrivé sur un espace où les gens voulaient, en fait, avaient l'espoir d'avoir une subvention pour leur projet. Et ils ont vu que ce n'était pas le lieu, et donc ils sont sortis d'eux-mêmes. Et simplement, ce n'est pas le lieu du lobbying sur des solutions qu'on voudrait mettre en partage. Si je peux aller un petit peu plus loin sur la troisième question. En fait, nous, à l'Office, comme je vous ai dit, on cherche vraiment à faire émerger la diversité des solutions. Et c'est peut-être la valeur ajoutée de nos exercices de consultation ou de co-construction, c'est qu'à la fin, on va créer des commissions de 3 commissaires indépendants et c'est eux qui vont faire les recommandations. Donc, bien sûr, les gens vont essayer de faire valoir leurs initiatives ou dire « nous avons la bonne solution », mais quelque part, il faut qu'il y ait un deuxième tour de négociation qui va se faire entre les commissaires où ils vont dire « on a entendu ça, on a entendu ça, on a entendu ça ». Et qu'est-ce qui nous paraît le plus porteur à ce moment-là, à partir de ce qu'on connaît, à partir de nos indications, à partir de notre expertise. L'autre chose, c'est que notre rôle, c'est pas tellement de trouver la bonne solution applicable, mais c'est peut-être de faire ce qu'on appelle la mise à plat de tous ces enjeux-là pour dire ce que les gens veulent vraiment, c'est plus de sécurité sur la route. Ce que les gens veulent vraiment, c'est plus... Alors, on va essayer d'aller vers la généralité ou la chose qui est commune. Et ensuite, on va regarder comment chaque initiative va être capable de répondre à ces objectifs communs-là. Donc, la valeur ajoutée dans notre cas de notre institut, c'est vraiment le fait qu'il y a un rapport qui est fait par les commissaires avec des recommandations. Acho que tem uma questão na sua fala que é bem importante quando você traz, que a gente achava que a gente não ia ter a volta do fascismo no nosso país. E me parece que, de alguma forma, a gente não visualizava que isso ia acontecer como os outros países também acham que não pode acontecer. Eu acho que é algo que a gente precisa também tá monitorando esse processo para que nós podemos avançar no processo democrático. E isso era impensável há um ano atrás no nosso país. A gente achava que podia até ter um regime de direita, né, mas a gente pensava que regime de extrema-direita não conseguiria ser eleito uma pessoa que fosse presidente, como agora no nosso país. Acho que tem uma outra questão que a nossa companheira fala, que é a questão da violência contra a mulher. Me parece que o machismo está colocado em toda a sociedade, em todos os países. E acho que essa relação de poder é algo que a gente tem que trabalhar muito, principalmente na educação. Me parece que a gente ainda acha que gênero, racismo, a gente não precisa ser trabalhado. E a gente só muda a cultura com relação ao machismo no momento que a gente dialoga com essas crianças para mudar culturalmente também essa relação de poder que há dentro das famílias. Ainda acho que precisamos avançar muito nessa política com relação de gênero, principalmente com relação às mulheres, e também trabalhar muito a questão do aborto, né? O aborto ainda é legal em poucos países no mundo. Lá no Brasil, a cada 10 horas, uma mulher é assassinada vítima de feminicídio. Então,
é algo assustador como essa relação de poder e do machismo, esse homem acha que é dono do corpo dessa mulher pelo simples fato de ela ser mulher. E acho que a gente precisa avançar muito. Acho que uma coisa que você traz, nós precisamos ter também outras representações dentro dessas mesas, né? Eu acho que não tem, por exemplo, nenhuma travesti, nenhuma transexual nas mesas, por exemplo. Acho que tem alguns grupos, e aí acho que é uma provocação que a gente faz aqui, para que essa população mais vulnerável esteja nesses espaços também, falando sobre situação de exclusão social. On va prendre un second tour de questions et ensuite on passera à la conclusion. Hello, my name is Anna-Karin. I live in Sweden, and it's really heartbreaking to hear what you experience in Brazil now. It's really, really bad. And actually we have right-wing party in Sweden too, and they are marching on. So my question to you, thank you for your speeches. What are we missing here? What needs does the right-wing people give answer to when poor people are voting for them? So that is my question, if anyone will reflect on that. Une autre question? Je vous laisse répondre dans ce cas. Eu tive dificuldade porque foi cortado, eu não consegui ouvir no português. Est-ce que la personne qui traduit vers le portugais pourrait répéter la question de madame qui n'a pas été bien comprise? I think it's about the translation. Sim, agora sim. Eu vou falar da experiência do Brasil, tá? Porque daí eu posso falar do meu país. No Brasil, esse discurso de ódio estava colocado dentro das igrejas evangélicas. E aí, esse discurso de... E eu sou a favor de todas as religiões, mas o discurso fundamentalismo religioso, no Brasil, já estava nas comunidades. Então, o que aconteceu? Esse discurso de mulher tem que ser submissa, porque a Bíblia fala sobre isso, a questão do LGBT tem que ser morto, porque isso não é coisa de Deus. Então, isso já estava dentro da própria comunidade. O que aconteceu de Bolsonaro ganhar e da extrema-direita, esse discurso veio na hora da votação. Então, tinha uma capilaridade imensa das igrejas fundamentalistas religiosas no nosso país, que cresceu de forma assustadora, e aí elegeu uma pessoa que tenha o mesmo discurso que já estava nas comunidades, principalmente das comunidades evangélicas. Então, esse discurso só veio à tona para eleger uma pessoa que que também considerava esse discurso como algo que teria que ter, não incluir todas as pessoas como mulheres, como negros e como LGBTs. Então, esse discurso já existia, só que a gente não tinha percebido como essas igrejas trabalhavam dentro dos próprios templos. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso, né, a minha percepção. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre? Alors, pour le coup, en ayant repris mes études en sociologie et sciences politiques, je vais être à mal de répondre sans une certaine mise en perspective sur la sociologie du vote, finalement. Si on regarde la totalité des gens qui ont voté par rapport à la réalité d'un peuple sur un pays, ça représente une part infinitésimale. Et en France, ce que j'ai pu un peu creuser, c'est qu'en gros, il faut aller chercher le vote des plus de 60 ans pour se faire élire. Et donc du coup, si vous avez une campagne qui surfe à peu près sur des craintes de personnes un petit peu âgées, sans trop proposer pour l'avenir parce que c'est pas trop la question, sans trop, etc., vous pouvez arriver à vous faire élire. Et finalement, on en est sur une sociologie du vote qui n'est plus, en France et dans un certain nombre de démocraties européennes en tout cas, un vote d'adhésion, mais un vote de rejet ou de crainte. Et c'est vrai que du coup, ça, pour moi, dans ces rencontres-là, ça mobilise
finalement 2 objets qu'il faudrait vraiment étudier et approfondir. On a question vraiment de la participation, et on est vraiment sur l'empowerment citoyen, sur comment est-ce qu'on fait ensemble à des échelles très locales, et c'est ce qu'on a depuis le début des rencontres, et en même temps comment est-ce qu'on renforce une vraie démocratie représentative avec des élites qui soient vraiment à l'image de ce que les peuples ont envie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc finalement, on en arrive à, sincèrement, par une mise en transparence qui est nécessaire de la corruption, de la reproduction sociale, etc. Nous, en France, ça fait 2 élections qu'on a l'extrême droite qui arrive au 2e tour avec le père et la fille. Et c'est un vote de rejet des élites et de l'oligarchie. C'est complètement irrationnel. Donc ce volet-là mérite, à mon sens, une étude à part entière qui ne pourra pas être juste renforcée par nos outils de démocratie locale, mais qui mérite d'être dans l'éducation populaire, et aussi la démonstration de ce qu'on peut faire ensemble va produire des effets. Aujourd'hui, quand on fait campagne, il n'y a quasiment personne qui vient juger derrière de la réalité des promesses que vous faites quand vous faites campagne. Et donc, vous êtes élu sur un mandat, vous faites tout le contraire. Le lendemain, il n'y a pas de sanction à ça. Alors que si vous avez un budget qui dépasse, votre élection peut être invalidée. Donc il y a des choses comme ça à corriger, je pense, et à aller voir un petit peu plus dans les détails d'une authenticité de l'élection qu'on a perdue depuis un certain nombre de mandats. Et si je peux me permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin pour le Canada, les États-Unis, en certaines parties, on a des systèmes démocratiques qui sont très différents, mais ce à quoi on assiste depuis quelque temps, c'est une espèce de coupure entre les villes et les campagnes et les régions. Et je pense que c'est surtout ça le problème, c'est que on a travaillé beaucoup la question des droits, la question de l'accessibilité, la question de la participation dans les villes, et on a peut-être oublié les endroits où les gens sont un peu plus éloignés, donc où les occasions de participer sont peut-être moins intéressantes. Alors, je pense que dans ce sens-là, des méthodes qu'on pourrait proposer qui refont l'unité des territoires, si on regarde l'élection américaine, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu plus de votes populaires, mais il y a eu plus de votes dans les régions. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire la réconciliation, je dirais, des villes et des campagnes, de la diversité, de l'homogénéité. Et ça se fait notamment par des processus de participation citoyenne, mais à l'échelle au-delà des villes, à mon avis. Je pense que tout le monde commence à avoir envie d'aller déjeuner, donc on va faire un tout petit dernier tour de parole. Et je vais vous poser donc une question et je vais vous demander de répondre en 30 secondes, comme ça on libère nos participants qui ont été très sages un petit peu plus tôt que prévu. Donc, quels sont pour vous les éléments clés pour assurer une participation inclusive? En 30 secondes, c'est parti. Segundos. Para mim, o princípio é acesso. Para mim, acho que o principal princípio é acesso, equidade, né, tratar as pessoas diferentes de formas diferentes. Eu acho que, me parece que na inclusão na política pública, e acho que o quarto inclusão na política pública, e o quarto item, para mim, é o processo de escuta. Escuta, como eu falei, nas próprias comunidades. Me parece que a gente não consegue, nós gestores temos que sair dos nossos espaços para escutar o que realmente a população quer. E quando eu falo de gestores, também vai além de nós que somos técnicos. E acho que a gente reafirmar o direito dos conselhos municipais, seja de saúde, seja LGBT, seja de igualdade racial. Esses conselhos, eles é um espaço de inclusão social e, como não acontece no Brasil também, as conferências. As conferências é um espaço de participação social que inclui toda essa população mais vulnérable. Alors, en plus de tout ce que vient de dire Roberto, comme ça, 30 secondes de plus, je suis d'accord avec tout, je rajouterai un élément sincère, c'est la convivialité. Tout ce que je pourrais vous proposer sera toujours gratuit, sauf
la convivialité. Ne négligez jamais les budgets pour que ça se passe bien, pour que ce soit agréable et confortable pour tout le monde. Qu'on ait un petit peu à manger, qu'on ait un petit peu à boire, que les sièges et tout soient confortables. Non, mais sincèrement, ce matin, j'ai participé à une conférence fabuleuse, sauf que j'avais froid et pas de café, et j'ai pas vécu la même ambiance que si j'avais été confortablement installé. Et ça, faut se dire que moi, quand je vais travailler sur Spiral, je suis dans mon temps de travail. Les gens qui viennent, ils viennent bénévolement travailler pour moi quelque part. Le minimum que je leur dois, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions possibles pour eux. Et c'est vrai, peut-être c'est une tradition française, mais je crois que c'est assez international. Bien manger, bien boire, ça compte. Alors, moi, j'ai commencé à réfléchir de mon côté sur ce qui fait des processus inclusifs. Et je suis arrivée à l'amener en 5 lettres que je serai probablement plus en mesure l'année prochaine de vous présenter dans la prochaine conférence. Mais j'appelle ça le désir. La demande, qu'est-ce qu'on demande aux gens? L'envie, comment on suscite l'envie des gens de participer? Le soutien, qu'est-ce qu'on leur donne pour les aider à participer? L'impact de ce qu'on va leur donner, qu'est-ce que ça va donner leur participation, et finalement la rétroaction dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais je pense que très souvent c'est le manque de feedback, c'est le manque de rétroaction qui font que les gens ne participent pas. Alors ensemble, ça fait le désir de participer. Et bon, un grand merci à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice. Merci à vous tous de votre participation active et silencieuse pendant tout ce temps, juste avant d'aller déjeuner. Et très bonne suite de conférences à vous tous, très bonne journée. Et Prenez vos actes de Montréal. prenez vos actes de Montréal qui sont à la sortie.